Bonjour, moi c'est Vinciane De Bruyne, je suis éducateur canin spécialisé en comportement dans la région de Nyon en Suisse. De manière générale, on parle d'anxiété de séparation dès le moment où un chien a du mal à rester seul et qu'il exprime de différentes manières ce mal-être quand il est laissé seul. Après, techniquement, il y a différents types de séparation. Quand on parle d'anxiété de séparation clinique, c'est un peu plus compliqué dans le sens où c'est le chien qui est attaché à une seule personne. Et si cette personne n'est pas là, même s'il y a d'autres humains autour, le chien il panique de la même manière qu'il y ait des gens autour ou pas, des moments où cette personne est absente. C'est heureusement une minorité des chiens qui ont des problèmes de séparation. La plupart des chiens, tant qu'il y a un humain qui reste avec, ils sont OK. Ils vont pas être aussi à l'aise qu'avec leur humain, mais ils vont pouvoir gérer. Il y a une très intéressante enquête qui a été faite par la BBC. Ils ont fait une enquête sur des chiens lambda, pas du tout des chiens présélectionnés. Donc, dans le panel de chiens qu'ils ont étudié, il y avait un chien sur 5 à peu près qui montrait des signes d'anxiété de séparation visibles ou audibles, c'est-à-dire destruction, qui faisait ses besoins quand la personne n'est pas là alors que la plupart du temps il est propre, qui aboyait, qui chouinait, etc. Donc les choses qu'on remarque assez facilement. Après il y a un chien sur 6 en plus de cela qui ne mange rien, qui ne boit pas, qui ne se pose pas, qui fait les 100 pas. Donc en gros, on peut considérer qu'un chien sur 3 n'est pas à l'aise à rester seul, d'après cette étude sur ce panel de chiens-là. Environ un chien sur 5 le montre de manière à ce que nous, on le remarque. Donc le fait que le chien ne détruise pas ou n'aboie pas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus confortable pour l'humain, pour le voisinage. Mais ça peut créer des situations où le chien il est en souffrance, qu'il est stressé, mais qu'il l'exprime pas, ou plutôt de manière à ce qu'on ne le perçoit pas. Donc ça, c'est des cas qui sont un peu plus difficiles à détecter, mais c'est important aussi d'en prendre compte, parce qu'on connaît un peu les effets du stress à longue durée. Donc si un chien il est stressé tous les jours, ça peut d'une part s'exprimer dans d'autres domaines, comme par exemple la réactivité quand ils sont dehors, ou aussi au niveau physiologique. Donc le stress de longue durée, c'est quand même quelque chose qui est mauvais. Donc un chien sans aboyer, sans détruire, il y en a qui font effectivement, qui restent en mouvement tout le long. Ils vont à la fenêtre, ils regardent si par hasard la personne est à la fenêtre, et puis reviennent à la porte, et puis repartent à la fenêtre. Ils font des allers-retours comme ça. Ils peuvent baver aussi. Certaines personnes ont contacté les spécialistes parce qu'ils ne comprenaient pas, ils pensaient que le chien faisait ses besoins. Et en fait, c'était pas du tout de l'urine, c'était de la bave. Tellement le chien il bavait de stress quand la personne n'était pas là. Donc il y a des niveaux de stress élevés qui peuvent s'exprimer autrement que par les comportements qu'on s'attend à voir en fait. C'est quelque chose qui peut se résoudre, mais si j'ai un conseil à donner, c'est éviter de prendre tous les conseils que vous allez retrouver sur internet. Un chien qui fait de l'anxiété de séparation, le Kong, ça va pas forcément régler le problème. Le fait de prendre un deuxième chien pour qu'il soit pas seul, la plupart du temps ça ne change rien, c'est l'humain qui compte. Le fait de lui faire des balades de 4h30 par jour parce que comme ça il sera crevé, un chien fatigué est plus sensible qu'un chien qui est bien dans ses pattes. Donc s'il est stressé, le fait d'être fatigué ne le rendra pas moins stressé. Okay, ça c'est des choses qui vont fonctionner sur un chien qui s'ennuie. Si vous avez un chien qui est vraiment actif, par exemple les races de travail, etc., et que vous ne faites pas assez de balades avec, effectivement, il va peut-être se faire plaisir à détruire votre canapé. Mais ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'ennui. L'anxiété, il faut savoir que neurologiquement,
c'est la même chose que les crises de panique chez l'humain. C'est une phobie. Comme quelqu'un qui aurait la phobie des araignées par exemple, ou la phobie de l'avion. Quand on a une personne qui est phobique, il n'y a pas de rationnel, il n'y a pas de logique. Donc ça c'est important à comprendre. Le chien, il ne se venge pas parce que vous l'avez laissé seul, il est en panique. Tout comme une personne peut être en panique devant une araignée qui est grosse comme ça n'a plus rien à voir avec la réalité, c'est une phobie. D'accord ? C'est important de comprendre ça parce qu'une phobie, je ne peux pas la changer par les méthodes d'éducation entre guillemets classiques, par la punition ou par le renforcement. Je ne peux pas. C'est une phobie, c'est une crainte. Les seules choses qui vont fonctionner sur la phobie, c'est une désensibilisation systématique. C'est-à-dire petit à petit, mais par mini étapes, apprendre au chien à gérer cette situation de manière à ce qu'il n'ait pas peur. Si vous voulez tacler le problème de l'anxiété de séparation chez votre chien, faites-vous accompagner. Il y a des professionnels qui ont fait une formation spéciale pour ça. Il y a 1 ou 2 livres qui sont plutôt bien faits, surtout si vous êtes anglophone. Il y a aussi un cours en ligne qui est excellent si vous êtes anglophone. Mais faites-vous accompagner, en tout cas pour démarrer, pour comprendre comment construire votre entraînement. C'est un entraînement qui va prendre du temps. C'est un entraînement qui est intensif. Et surtout, ce qui ne fonctionnera jamais sur un chien en anxiété de séparation, c'est de faire des entraînements, mais de quand même le laisser seul. Parce que tout comme une phobie, quand vous faites vos petits entraînements et vous mettez tout votre cœur dans vos entraînements, et j'en vois, on met du temps, on met de l'effort dans les entraînements, on fait des mini-sorties, on revient, puis le matin, on va bosser, parce qu'il faut bien. Et le chien, il est laissé seul beaucoup plus que ce qu'il ne sait gérer. À ce moment-là, il panique. Si je reviens à mon exemple d'araignée, c'est j'en suis à pouvoir gérer des araignées comme ça et tout d'un coup, il y a une tarentule qui passe. Au-delà du problème de la tarentule en soi, que je ne vais pas pouvoir gérer, une fois que la tarentule sera passée, même la petite araignée, je vais paniquer. Parce que ça va raviver toute ma phobie. Quand vous faites des exercices et que vous investissez dans des exercices, mais qu'ensuite vous laissez quand même le chien plus longtemps que ce qu'il ne sait gérer, vous détruisez tous les efforts que vous avez investis dans l'entraînement. Pour les clients qui travaillent avec moi, c'est une condition sine qua non pour bosser avec moi. Je ne prends pas les clients s'ils ne font pas ça. C'est qu'il faut gérer les absences. Il faut mettre en place un système de soutien où le chien peut soit venir avec vous, soit être gardé par quelqu'un et qui ne soit pas mis en panique pendant la durée de l'entraînement jusqu'à ce qu'il arrive à gérer justement les objectifs que vous voulez qu'il atteigne en niveau de solitude. Il y a une liste des éducateurs qui ont la même certification que moi sur le site de Malena De Martini. Donc dans cette liste, il y a des personnes qui parlent français et il y en a beaucoup forcément qui parlent anglais. Mais si vous ne voyez pas qui contacter, vous pouvez aussi leur envoyer un mail et ils vous indiqueront lesquels parlent français. On est quand même une demi-douzaine de francophones à travailler cette problématique-là spécifiquement. Donc pour conclure, si je veux vous laisser avec une idée, c'est que oui, il y a des solutions qui existent. Oui, ça s'entraîne, c'est pas une fatalité. C'est un entraînement qui prend de l'investissement, mais où on a de très bons résultats s'il est fait de manière systématique et correcte.